Bonjour Yann. Bonjour à toi, Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? personne aveugle, regard tactile, olfactif principalement. Certaines personnes te reconnaissent peut-être parce que tu es passé plusieurs fois dans l'émission de POA aussi. Donc, comme je venais de le dire dans ma toute petite présentation, très, très passionné par tout ce qui est regard tactile et olfactif. Et je trouve que le monde de l'automobile, qui est un monde que j'aime bien, incarne parfaitement cela. Parce que la particularité de l'automobile, c'est que c'est un objet pratique qui se déplace, mais qui est peut-être un des rares objets dans lequel on peut retrouver tous les matériaux possibles et imaginables. Ça va du plastique à l'ivoire, en passant par de la haute technologie telle que le carbone, ou simplement de la tôle qui a été travaillée, ou même le bois, aussi bien le bois que l'on voit que le bois que l'on ne voit pas, il était utilisé pendant longtemps pour les châssis, comme c'est encore le cas aujourd'hui pour les Morgan, je pense. Et voilà, c'est cette particularité qu'a l'automobile sur le plan aussi bien des technologies que des matériaux. Et donc, toi, en fait, tu ressens les voitures par les matériaux, c'est très important pour toi. Tu arrives à reconnaître juste avec tes mains différents matériaux, c'est ça? Différents matériaux et alors des angles, des courbes qui sont souvent la signature d'un constructeur. Et ça, je trouve très, très sympa parce que lorsque j'arrive à identifier ce genre de choses, c'est que vraiment, j'arrive à percevoir le message de la signature visuelle du constructeur, mais rien que par le toucher, puisque je ne le visualise pas. Et donc, il faut que la signature visuelle soit avec des joints ou des formes ou des angles pour que tu puisses le reconnaître. Il faut qu'elle soit sculptée, si on peut dire. C'est ça, qu'il y a un code en termes de travail du pliage des tôles, du regard des phares aussi, de la forme du bouclier ou des ailes, qui soit bien spécifique et qui permettent vraiment de pouvoir identifier un constructeur. Donc ça, c'est assez impressionnant de t'entendre parler de ça. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lire, par exemple? Je crois qu'on avait parlé des écrans tactiles avec la rencontre de POA, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui à l'inverse, sont pas des exemples pratiques pour toi? Ben, c'est ça parfois, en fait, que je disais, là, pour le moment, il y a deux constructeurs qui me touchent énormément quand on parle du monde de l'automobile, qui est le groupe Hyundai et bon, le groupe PSA, qui est un petit peu moins connu chez vous au Canada, malheureusement, puisque il n'y a pas de voiture PSA vendue chez vous. Deux marques qui, pour le moment, ont un développement d'une signature visuelle très marquée. On sent qu'il y a une véritable recherche. Leur modèle évolue tout en essayant de garder une certaine constance. Il y a des codes qui se reconnaissent. Et justement, par rapport aux matériaux, comme PSA travaille beaucoup, puis là, sur le salon de l'automobile, ils ont fait avec des velours, avec des plumes, avec des choses comme ça. Est-ce que toi, tu fais la différence, je dirais, entre les vrais matériaux et puis des copies, je veux dire, entre le cuir et le sky, entre le plastique et le carbone, etc. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a tellement une recherche et des technologies vraiment bien développées qui font que ça peut être trompeur. Prenons par exemple Tesla au niveau de la Model 3. Ils utilisent ce qu'on appelle du cuir vegan, donc qui en fait est du cuir artificiel, mais il est excessivement trompeur, aussi bien dans le toucher que dans l'odeur qu'il peut avoir. Je suis pas fan, moi. Hein. Moi, c'est le genre de choses pour lesquelles je suis pas fan. Après, c'est pas par rapport au véganisme, hein, mais c'est par rapport au fait que, voilà, quand on veut faire
du cuir, eh ben, on fait du cuir. Si on veut pas faire du cuir, eh ben, on ne fait pas du cuir. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, les technologies permettent vraiment d'aller tellement loin dans les matériaux qu'on peut leur donner énormément d'aspects sans pour autant qu'ils soient réels. On fait par exemple des décos en aluminium pour les voitures, ou même au toucher, on pourrait être convaincu que c'est de l'alu, alors qu'en fait c'est simplement du plastique. Maintenant, il m'arrive il faut le dire, de me faire avoir. Mais comme tout le monde, c'est fait pour ça. Mhm. Et tu disais même que pour le cuir, pour la Tesla, l'odeur ressemblait aussi. Est-ce qu'il y a des odeurs comme ça qui te... Parce que nous, c'est vrai qu'on fait moins attention, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont importantes ou pas importantes dans une voiture? Oui, mais je trouve que justement à ce niveau-là, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a des choses que je rencontrais par le passé que je ne rencontre plus du tout. On parlait justement du cuir parce que je trouve que c'est quelque chose, un élément vraiment important dans une voiture. Euh, il y a une époque où, en rentrant dans une voiture, on arrivait à juger la qualité du cuir de la bagnole rien que par l'odeur. Moi, je ne veux pas être méchant, mais je reprends Hyundai parce que ce sont des marques que vous connaissez. Mhm. Il y a une époque, quand on rentrait dans une Hyundai, je veux pas être méchant, mais le cuir, ça puait. C'était vraiment pas bon. Et d'un autre côté, on prend par exemple Opel. Je suis très, très, très étonné toujours quand je monte dans une Opel Corsa. Une Opel Corsa, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas à quoi c'est dû, je n'ai pas les compétences techniques pour pouvoir y répondre, mais on rentre dans une Corsa qui a 2 ans ou qui a 10 ans, elles ont la même odeur. Rien qu'en montant dans la voiture, je sais dire, je suis dans une Corsa. J'arrive pas à définir à quoi c'est dû, que c'est aux mousses qu'ils utilisent ou à la qualité des tapis ou quoi, mais ça se reconnaît. Là, je pourrais pas dire pourquoi. C'est peut-être ils ont un fournisseur spécifique, peut-être, je ne sais pas. Et alors, autre chose, c'est que maintenant, de plus en plus, on a différentes ambiances dans les voitures. On peut jouer sur l'ambiance LED, des LED qui affichent différentes ambiances visuelles dans la voiture au niveau des panneaux de portière, ce genre de choses-là, comme on Oui. a notamment sur Golf. On a des constructeurs maintenant, c'est le cas chez le constructeur DS, où en fait on peut avoir l'ambiance visuelle que l'on met qui soit en rapport avec une ambiance olfactive différente. Et Ah oui. donc, selon que l'on veut quelque chose de plus sportif, on va avoir une ambiance olfactive un peu plus agressive ou ambiance lounge où ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Mais c'est quelque chose de très compliqué, je pense, à mettre en place, mais en même temps de très intéressant, parce que quelque chose de doux ou agressif, en fonction de la culture ou de la région dans laquelle l'on vit, en fonction de l'environnement olfactif que l'on a dans notre vie ordinaire par rapport aux plantes que l'on peut rencontrer dans la nature et tout, qui va être différent. J'ai déjà pu observer ça au niveau des aveugles et donc développer cela pour des voitures qui peuvent se vendre dans des cultures aussi différentes que les États-Unis, l'Europe, l'Afrique ou la Chine, ça va pas être la même chose. Et là, vraiment, on doit arriver dans quelque chose de très compliqué à développer et à mettre en place. Et quand tu parles de olfactique, je pense que c'est un petit peu comme des cartouches de parfum qui vont être mis, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu as différentes cartouches de parfum que tu mets dans la voiture et qui permettent d'envoyer via la ventilation du véhicule une ambiance olfactive différente. Et on ne se rend pas compte, mais les ambiances olfactives sont des choses auxquelles nous sommes soumis et qui a un impact sur notre perception des choses et sur notre manière d'être, parce que c'est quelque chose qui est fortement utilisé dans le milieu commercial. Et ça, comme ce sont des fausses odeurs, on va dire, c'est artificiel, c'est pas l'odeur du bois ou l'odeur de la cuisine. Mhm. Est-ce que ça te déconcentre ou ça marche aussi pour toi, pour te mettre dans l'ambiance?
je le perçois de manière peut-être plus rapide qu'une personne valide, parce que la construction que je vais me faire de l'environnement dans lequel je me trouve va être va être basée sur la totalité des informations que je peux recevoir, et l'ambiance olfactive en fait partie. Toi, tu parles de toucher et puis d'odorat. Est-ce que aussi les sons sont importants? Parce qu'il y a un design sonore, c'est un vrai métier. Quand tu fermes la portière, le bruit que ça fait, c'est travaillé, c'est pas le vrai bruit de la tôle. Donc, est-ce que ça, c'est des choses qui t'intéressent aussi? Euh, Énormément, il va aussi avoir la qualité de la tôle. Quand on tapote un petit peu, voilà, c'est pas toutes des choses. Je n'ai pas forcément tout montré à POA parce que je suis vraiment un passionné. Il va y avoir, quand on va être dans le véhicule, eh bien, les commodos qui existent encore, eh bien, quand on va appuyer dessus, le contact, la texture du commodo, le cliquetis que l'on va avoir, quand on fait aller un clignotant, eh bien, le type de clic sonore que l'on va avoir. Moi, par exemple, quelque chose que j'aimais beaucoup, qui a totalement disparu, c'est par exemple dans Renault, les Renault, quand on faisait aller les feux clignotants, eh bien, en fait, on a l'habitude d'avoir ça qui arrive au niveau du volant, l'ambiance sonore. Eh bien, chez Renault, dans les anciennes Renault, ça se trouvait au niveau du passager, du siège à côté du conducteur, donc le siège passager sur la droite. Les ambiances sonores des clignotants venaient de cet endroit-là. Et donc, il y a des choses encore qui pourraient se faire par rapport à l'origine des sons. On travaille beaucoup le son en lui-même, mais tous reproduisent la même origine sonore des sons. Je ne sais pas, on pourrait par exemple dire, on aurait des petits baffes, des mini-tutors qui seraient dans les montants des portières, qui n'auraient que cette vocation-là pour vraiment différencier les sources de l'ambiance sonore liées à la radio ou au MP3 ou voilà, à ce que l'on met, et tandis que les sources sonores liées aux instructions véhicules pourraient venir d'un autre endroit. Parce que des fois, ça arrive que dans une pub ou quoi que ce soit, on entend une sirène, eh bien, ou bien on entend un clignotant aller, et j'arrive pas à faire toujours la différence en tiens, est-ce que c'est le clignotant de la voiture ou est-ce que c'est le klaxon de la voiture ou tu vois, parce que les sources sont identiques. Et donc, ça pourrait aussi t'aider pour, on va dire, l'emplacement dans l'espace. S'il y a un bruit qui vient de la droite, ça peut être plus fort à droite ou quelque chose comme ça Tout pour à t'aider. fait. Ou alors autre chose aussi quand on parle d'ambiance sonore, c'est une grande question pour moi en tant que personne aveugle, mais ça peut l'être aussi en termes d'identité sonore des marques, c'est qu'on a de plus en plus de véhicules électriques. Oui. Et le problème, c'est qu'un véhicule électrique, quand il est à basse vitesse, une fois qu'il est à haute vitesse, quand je parle de haute vitesse, on parle, enfin, voilà, j'ai pas les données statistiques, mais un véhicule à 50 km/h, même si le véhicule en lui-même ne fait pas de bruit, mais rien que le frottement du vent sur la carrosserie fait qu'il va avoir une ambiance sonore. Mais à très basse vitesse, donc quand il est dans un bouchon ou bien alors quand il arrive près d'un feu ou d'un carrefour Mhm. qui ralentit, je ne vais pas forcément l'entendre. Et en même temps, la voiture n'a pas d'identité sonore non plus. Donc développer une technologie qui fait qu'il y a un bruit particulier qui sera à l'extérieur du véhicule pour prévenir, attention les gars, il y a une voiture qui est en train d'arriver, et en même temps que ce bruit soit vraiment une identité sonore de la marque, donc il pourrait être une marque, un bruit déposé par le constructeur pour vraiment identifier ces véhicules en pouvant dire je suis une Daimler, je suis une Ford, mais désolé, moi je prononce à la française. Hein. Pas de problème. Je suis une Fiat, euh, voilà, ou je suis une Tesla. L'identité sonore de Tesla, elle n'existe pas. Et C'est quelque part, c'est dommage. C'est un manque en termes d'identification, parce qu'on peut avoir une Tesla qui passe près de soi et même pas l'identifier, alors qu'elles auraient une identification sonore.
regarde, il y a une Tesla qui passe. Parce que dans les années 80 jusqu'au début 90, eh bien, j'avais des amis aveugles qui me racontaient qu'ils se mettaient sur un bord de route, le bord de la route, et rien qu'au bruit de la voiture, au bruit du moteur, ils savaient dire, ah, ça c'est une Renault. Ah là, il y a une Fiat qui vient de passer. Ça c'est une... Ah non, ça c'est une BM. Non, je te dis que c'était une BM. Et aujourd'hui, dans le monde de l'électrique, c'est quelque chose qui pourrait revivre. Est-ce qu'il y aurait un exemple de choses que tu adores dans une voiture et à l'inverse que tu détestes? C'est quand une voiture, un constructeur veut affirmer sa personnalité, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et à l'inverse, ce qui me dérange, c'est dans l'automobile, là on parle, hein, Oui, oui. un constructeur qui va plus reprendre les codes d'un autre constructeur parce que c'est porteur. Si je te demandais, c'est la dernière question de notre rencontre aujourd'hui. Si tu avais le choix de dire ce que tu veux pour des étudiants en design qui des fois un peu partent dans leur concept, etc. Mais si tu as des conseils à leur donner, ce serait quoi? Je vais dire, euh, va peut-être être choquant, hein. Vous avez suivi une formation, vous êtes diplômé, mais si vous voulez être connu et reconnu dans votre boulot, servez-vous de ce que vous avez appris, mais oubliez tout. Parce qu'à partir du moment où vous allez reproduire ce qu'on vous a appris, eh bien, vous allez y perdre votre originalité et de ce fait-là, perdre ce que vous, en tant que designer, vous pouvez apporter à ce que vous voulez produire. Pour moi, un designer, c'est d'abord un artiste, quelqu'un qui imagine et qui crée dans sa tête et qui voit par rapport aux technologies qu'il a à disposition comment il peut le mettre en musique et justement en le soumettant à des publics spécifiques, comme moi en tant que personne aveugle ou bien à une personne sourde ou quoi. Comment, comment en fait je vais pouvoir tenir compte de codes particuliers auxquels je n'aurais pas forcément pensé au départ. Inspirez-vous aussi on oublie beaucoup, mais de la nature, de ce que vous pouvez voir dans la nature, dans ce qui se fait, pour pouvoir construire ce que vous souhaitez faire dans le domaine dans lequel vous allez être actif, que ce soit, pour moi tout est important, aussi bien ben, la manière dont on va concevoir une rampe d'escalier qui va être construite en grande série, que le comptoir d'un magasin, que, que l'aile, la courbe de l'aile d'une voiture, tu vois, quel Mhm. que soit le domaine dans lequel on va travailler, dire, OK, on me demande ça, moi, si je fais ce que je veux, voilà comment je le ferai. Et alors, après, c'est comment faire rejoindre ce qui est attendu de moi par rapport à ce que moi j'imagine. Oui, ben, bravo. Bravo Yann, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et puis, on peut te souhaiter que du bonheur, que de profiter encore de ta passion de l'automobile, etc. Super sympa de ta part de me faire intervenir parce que je me dis bien que dans le monde du design, je ne dois pas être forcément être le premier public source auquel on pense. Et si jamais, ben justement, tu as des questions ou particulières par rapport à des gens qui sont en train de faire des études ou bien des gens qui, dans leur réflexion de produits, etc., cherchent du conseil ou je suis pas devin, hein, mais Mhm. voilà, je suis prêt à suivre et accompagner. Par exemple, un tout simple exemple ici, je viens de participer à une étude sur le développement d'une technologie olfactive dans des trams, justement, où chaque ligne de tram aurait une ambiance olfactive différente, tu vois, en fonction des quartiers dans lesquels elle passe et ce genre de choses-là. Et donc Wow. voilà, si je peux
je peux aider très, 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 très modestement à ma façon dans quelques projets que ce soit, mais n'hésite pas, je suis aware, comme on dit, je suis partant. Très bien. Bah, merci, merci, merci. Ça fait très plaisir et puis, je pense que ça va aider pas mal de jeunes qui écoutent la vidéo. Allez, bye à tous. Bye.